Jean Beerbohm, très souvent dans vos 2 livres récents, vous évoquez, votre, parcours, familial et vous insistez, en quelques paragraphes sur le fait que vous êtes né dans une, famille, de gauche. Alors ça veut dire quoi être, né dans une famille de gauche pour vous? Mmh. Bah, oui, moi je suis né dans une famille, effectivement de gauche, inscrite dans une tradition comme ça, heu, libérale ou socialiste ou féministe, anticolonialiste, héritière de tous ces combats. Plutôt, tradition aronienne du côté de mon père, je pense quand même, plutôt tradition, de la gauche, critique, radicale du côté de ma mère, et dans un milieu où, il y avait, de toute façon, effectivement, rien de plus beau, c'est sûr, que de s'en remettre au texte et de s'en remettre aux livres. J'ai grandi quand même au milieu des livres, avec 2 parents, profs, donc un grand privilège de ce point de vue, mais les choses sont toujours très compliquées. Effectivement, moi j'ai fait des livres, mon premier livre était un livre qui s'appelait «Leur jeunesse et la nôtre, l'espérance révolutionnaire au fil des générations», et c'était quand même un livre sur le fait que l'enquête en filiation et les généalogies et la transmission étaient quelque chose de compliqué, hein. Et j'avais mis d'ailleurs en exergue une citation de Jacques Derrida qui dit il en va, je cite de mémoire, il en va toujours ainsi des scènes que le fils fait au père, Mmh. la parole revient au grand-père mort. Donc effectivement, c'était quand même un livre qui disait une forme de complexité de la filiation ou de l'enquête en généalogie, parce que c'était l'idée qu'on pouvait aller chercher du côté des aînés ou des aïeux, par exemple du côté des années 30, euh, un certain désir de transmission, notamment politique, que la génération des parents, la génération 68 au hasard, avait pas toujours été capable d'assumer. Alors c'était, aujourd'hui je le dirais sans doute très différemment, mais je partais quand même de cette espèce de scène de ménage, de scène d'héritage Mmh. générationnel, pour dire attention, peut-être que pour assumer pleinement l'héritage des parents, notamment dans le rapport au texte et à la transmission d'un désir d'écriture, il faut passer par une explication ou s'en remettre à des gens qui court-circuitent la fameuse génération 68 et qui remontent au-delà. Mais donc moi, je ne peux pas dire autre chose. J'ai grandi effectivement au milieu des livres. J'ai entendu toujours mon père écrire ses bouquins avec sa vieille machine à taper, etc. Ça a bercé mon enfance. L'idée qu'il n'y avait rien de plus beau que de brasser du texte, brasser des idées, être dans le débat d'idées, etc., était complètement évidente dès l'enfance pour moi. Et en même temps, c'est compliqué. Parce que ma famille étant universitaire, tout le monde étant universitaire autour de moi, très vite, j'ai eu envie de m'opposer à ma famille, à la fois politiquement et aussi d'un point de vue juste du mode d'action Ouais. ou du métier. Et donc mon obsession était de quitter le milieu De ne universitaire pas être prof. ou de pas être prof. Donc très très vite, j'ai cherché à travailler et j'ai eu quand même cette chance immense de pouvoir continuer à être une espèce d'éternel cagneux dans mon boulot, puisque, comme vous, j'ai eu la chance de pouvoir faire des interviews, travailler sur les textes d'auteurs vivants, fréquenter Jacques Derrida de son vivant et le lire non pas comme on lit Mmh. un ancien ou quelqu'un qu'on n'a pas connu, mais quelqu'un qu'on va interviewer sur ses textes, qui donne complètement un autre rapport charnel au livre qu'on tient entre les mains. Et donc j'ai eu cette chance comme ça d'être embringué. Ça n'a pas toujours été facile, ça a été très long de pouvoir en vivre. Ça, c'est quand même une chose matériellement qu'il faut constater, que c'est des métiers où souvent on est payé symboliquement, on est payé pas et très peu financièrement. Donc il faut beaucoup d'années avant de pouvoir en vivre. Mais c'est quand même une chance folle de s'installer sur des rails où on se dit maintenant, toute ma vie, ou en tout cas une bonne partie de ma vie, je serai payé pour lire des textes, pour défendre des textes, pour faire rayonner des textes, pour partager des désirs de texte, et même peut-être pour écrire non seulement des articles, mais de temps en temps un livre. Est-ce que vous lisiez les livres de votre père? Les livres du père, c'est tardif et c'est lacunaire. Mais si tu veux, comment dire, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Le nombre de gens qui sont des fils d'intellectuels universitaires, etc., dont je sais à la fois qu'ils les lisent pas vraiment, mais qu'ils les lisent sans les lire, si j'ose dire. C'est-à-dire, en fait, qu'ils sont tellement en contact, qu'ils sont tellement branchés sur leur père ou leur mère ou sur leurs parents, que quelque part, ils pourraient quasiment dire ce qu'ils écrivent sans même les lire. Moi, je lis bien sûr les livres de mon père,
mais j'ai l'impression que presque c'est cette transmission d'inconscient et cette transmission intellectuelle qui fait que dans les simples conversations et dans la simple coprésence des corps et d'itinéraires et de conflits, de tout ce qu'on veut, eh bien en fait, cette espèce d'horizon de texte et de livres et d'œuvres qui se construit, c'est quelque chose dont on hérite presque souterrainement et à bas bruit. C'est vrai. Est-ce que vous êtes plutôt confiant sur la vie intellectuelle en France? Quelqu'un que vous estimez, Milner, était sceptique dans un petit essai qui s'appelait « Existe-t-il une vie intellectuelle en France ?» La réponse était quasi négative. Alors, votre réponse, je pense, la vôtre n'est pas négative. Non, la mienne n'est pas négative parce que moi, j'ai des sources d'angoisse et d'inquiétude comme tout le monde. Je constate qu'il y a une sorte de twitterisation du débat intellectuel, que les réseaux sociaux pèsent beaucoup, et notamment qu'il y a une forme de crise de la sincérité dans le monde intellectuel, qu'on craint beaucoup la frontalité, la franchise, et que là où beaucoup d'intellectuels auparavant osaient se dire les choses, osaient se critiquer les textes des uns et des autres, aujourd'hui, toute critique, toute réserve même sur un texte apparaît souvent, malheureusement, comme une attaque personnelle, comme un règlement de compte qu'on fait pour de mauvaises raisons, etc. Donc ça, c'est un vrai problème. Il y a une forme de crise de cette intraitable bienveillance qui, naguère, pouvait orchestrer ou structurer le débat frontal, mais en même temps exigeant et amical entre les femmes et les hommes d'idées. Et en même temps, moi, je ne dirais pas du tout qu'il n'y a pas de vie intellectuelle en France. Au contraire, elle est extrêmement vivante et je suis même fasciné par la vivacité, l'ébullition, l'effervescence qu'on connaît aujourd'hui et extrêmement admiratif. Je suis très admiratif de tout un tas de jeunes femmes et de jeunes hommes qui aujourd'hui montrent à quel point, justement, eh bien, on peut à la fois être très savant dans un domaine et en même temps circuler en permanence d'un genre à l'autre, d'un domaine, d'un territoire de curiosité à un autre. Et de ce point de vue, il y a quelque chose de très jouissif et heureux à simplement donner la parole et à mettre en valeur les textes de ces femmes et de ces hommes qui sont tellement enthousiastes à l'égard du savoir, tellement enthousiastes à l'égard simplement du désir d'écrire et de ce que Barthes appelait le plaisir du texte. Vous savez, il y a chez Barthes cette formule très belle, justement, je crois que c'est dans le plaisir du texte, où il dit quelque chose de central pour moi, il dit « Mon corps a d'autres idées que moi. Mon corps a d'autres idées que moi. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez être sincère comme lecteur ou comme lectrice ou comme auteur ou comme autrice à l'égard du texte que vous êtes en train d'écrire ou que vous êtes en train de lire, vous devez laisser quelque chose s'échapper de vous que vous ne maîtrisez pas. Et il y a aujourd'hui toute une génération très brillante, très savante et en même temps très sensible, comme si elle avait intégré, sans même avoir fait de psychanalyse, un certain rapport à la psychanalyse et à l'inconscient, qui à la fois est très forte, qui maîtrise très bien les textes, les sources, la bibliographie, les concepts, tout ce qu'on veut, et qui en même temps a pris en compte, a acquis complètement, a intégré physiquement l'idée que penser, écrire, faire de beaux romans, déployer un concept ou un système théorique, c'est aussi savoir lâcher prise et savoir que le corps a d'autres idées que moi.